À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans Référence Petite Enfance, le podcast pour les pros de la petite enfance. Aujourd'hui j'accueille Anaïs Baumgarten. Anaïs est spécialiste du marketing responsable, éthique et durable. Bonjour Anaïs. Bonjour Amal. Alors toi tu as un podcast qui s'appelle Slow Marketing et on s'est connus dans le milieu du podcast et j'adore ce podcast parce que tu responsabilises les entrepreneurs, tu donnes plein de tuyaux. Et moi, comme je suis une passionnée par l'écologie et la durabilité, ça me parle complètement en tant que chef d'entreprise. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs qui ne sont pas forcément des marketeurs ou des chefs d'entreprise, mais voilà, il y a un peu de tout dans mes auditeurs, mais c'est surtout des pros de la petite enfance, qu'ils soient, tu vois, des pros de terrain, des gestionnaires, des entrepreneurs ou des institutionnels, des psys, des formateurs, enfin, il y a vraiment de tout. Nous définir ce que c'est le marketing, quel est son objectif et la différence que tu fais avec un marketing responsable, éthique et durable. Alors, le marketing déjà, c'est comment est-ce qu'on définit une offre de service ou produit et comment on pousse la vente de ce service ou de ce produit. Et moi, j'aime bien rappeler qu'en fait, on est tous concernés par le marketing au quotidien parce que si aujourd'hui, tu as envie d'acheter... je sais pas, de changer de vélo ou tel appareil électroménager, c'est que derrière, il y a quelqu'un certainement en marketing qui s'est dit « Ah tiens, je vais cibler telle typologie de personnes pour leur pousser mon nouveau produit que je viens de lancer sur le marché. » Même chose quand tu es au supermarché et que tu dois choisir les pâtes que tu veux acheter pour le dîner ce soir. Bah en fait, ce qui va faire la différence entre le paquet rouge ou le paquet bleu, c'est du marketing. C'est-à-dire qu'il y a énormément de travail, de recherche sur la marque, son positionnement, son prix, donc tout ça. Donc j'aime bien rappeler ça parce que souvent quand je dis que je fais du marketing et dans ma famille c'est toujours un peu oui bon elle travaille sur internet et en fait ça a l'air d'être quelque chose d'assez distant qui nous concerne pas, mais en fait on est tous concernés par le marketing parce qu'en fait c'est aujourd'hui ce qui fait qu'on a un choix de produits ou de services qu'on peut acheter. Ça c'est le premier point. Et le deuxième c'est ce qui nous donne plus ou moins, influence nos actes d'achat au quotidien. Et si du coup l'objectif du marketing et du marketing digital pour les crèches, ça serait d'attirer et d'informer efficacement les parents sur la qualité et les spécificités des services éducatifs et de la garde d'enfants de la crèche en question. Et donc concrètement, ça va prendre en compte quoi ? Pour une crèche, ça va prendre en compte son référencement naturel, c'est-à-dire comment est-ce que le site remonte dans les résultats de recherche sur Google par exemple. Potentiellement le référencement payant si on décide de faire des publicités sur Google Ads. Ça va prendre en compte aussi tout le site, la structure du site, les pages qui existent dedans, le contenu qui est sur le site, toutes les publications sur les réseaux sociaux. Ça rentre sous le grand chapeau du marketing. Tout ce qui est email, newsletter, relations clients, etc., ça va dedans aussi. Et aussi, un dernier point qui est important, c'est les avis clients. Donc tout ça, c'est sous le chapeau du marketing digital. Et moi, ce qui est hyper important pour moi, et c'est un peu ma démarche avec Slow Marketing, c'est effectivement de se dire, aujourd'hui le marketing, comme je te disais, il concerne tout le monde au quotidien, il a un impact très très fort, notamment sur notre société de consommation. Et comme tu disais, on a toutes les deux ce point commun d'être fortement impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique et essayer de minimiser au maximum notre impact. Et en fait, moi, j'ai pris conscience que mon métier, dans son essence même, avait un impact crucial sur la situation dans laquelle on était parce que son objectif, c'est de la consommation. Mais la consommation, à quel prix ? De quoi, enfin tu vois, et que j'avais vraiment un impact là-dessus sur la manière dont je pouvais faire mon métier, notamment en fonction des entreprises que j'accompagnais, mais aussi même dans la manière de réfléchir à mes stratégies. Et en fait, ce qu'on aime bien dire, donc en plus de tout ce que je t'ai énuméré avant, de définir le produit, son prix, ou comment son packaging, etc., tout comment on le met en avant, le marketing responsable, il va ajouter 3 autres dimensions. La première, c'est la question pourquoi. C'est-à-dire que pour chaque action, chaque décision qu'on va prendre, on va vraiment se poser la question pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce que mon entreprise existe ?
Pourquoi est-ce que je mets en avant ce type de service? Pourquoi est-ce que je mets en avant ce bénéfice, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'ajouter une dimension personne, c'est-à-dire vraiment de réfléchir à l'impact sociétal, enfin l'impact sur les êtres humains de mon service, de mon produit, de ce que je fais. Donc tu vois, par exemple, dans le cadre d'une crèche, ici, ça serait de vraiment prendre en compte à la fois les enfants, les parents, mais aussi toutes les personnes qui travaillent dans la crèche. Et comment je fais en sorte de minimiser tous les impacts négatifs et de maximiser les impacts positifs pour ces personnes-là. Et le dernier point, et non des moindres, c'est l'impact sur la planète. Et donc là, c'est plus un volet environnemental. Alors, tu as parlé beaucoup du marketing digital et le travail en crèche. La crèche, c'est une entreprise physique, donc on n'est pas que sur du digital. Et nous, on a aussi le marketing sur les vitrines, les flyers, etc. Donc, il y a tout ce que tu as cité et en plus, ce qu'on affiche sur nos flyers, sur nos vitrines, notre nom, notre logo, l'enseigne. Donc, c'est plein de supports, en fait, de communication. Et puis, ce que tu as dit sur les paquets de pâtes rouges et bleues, je me suis vue dans le supermarché en train de choisir. Donc, là-dessus aussi, je pense que oui, c'est très clair, en fait. Qu'est-ce que la marque a visé comme client? Est-ce qu'elle a visé le bobo parisien? Est-ce qu'elle a visé plutôt la ménagère qui habite dans le Larzac? Qui elle a visé en fait en faisant son paquet de pâtes? Est-ce que c'est le cadre célibataire qui habite dans un studio? En fait, c'est pareil pour les crèches, c'est qu'on essaye d'attirer les parents et de leur proposer quelque chose qui leur donne envie de s'inscrire dans nos crèches. Je me suis beaucoup interrogée sur ces notions-là parce que quand j'ai créé mon entreprise de crèche en 2013, on avait encore assez peu de concurrence, c'était encore le début des entreprises de crèche. Là, aujourd'hui, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, le marketing, tout ce qui est un peu maintenant galvaudé, n'existait pas encore. Donc moi, quand j'ai sorti mon identité de crèche, je me suis dit, je vais faire des crèches durables. À l'époque, j'étais un peu, je pense, la première, un peu une pionnière en 2013. Et puis, j'étais à fond, je me disais, on va faire des tas de choses. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a énormément de crèches qui vont utiliser ces messages-là en disant, voilà, moi, je suis durable, je suis green, je suis écolo, etc. Mais aujourd'hui, en fait, on est un petit peu noyé dans tous ces messages. D'abord, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Et puis, tout le monde dit être green, être écolo. Moi, j'y crois pas trop quand même, quand je vois que tout le monde annonce la même chose. Et puis surtout, moi, je connais la réalité des crèches. Et j'ai un petit peu l'impression qu'aujourd'hui, je vais mettre les pieds dans le plat. Je me demande un petit peu quelle est la réalité derrière, parce que j'ai été gestionnaire de crèche pendant 15 ans et que j'ai vu d'abord les conditions de travail se dégrader. On a une énorme pénurie de professionnels, des professionnels qui sont potentiellement de moins en moins qualifiés. En plus, on a beaucoup de micro-crèches, donc des toutes petites équipes qui sont finalement de moins en moins pluridisciplinaires. Donc voilà, le fait de dire qu'on fait du green, et puis pas que du green, des pédagogies diverses et variées, j'ai l'impression que c'est un petit peu surestimé peut-être, je sais pas comment le dire, voilà. Donc c'est aussi de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. Déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement ce terme durable, qui veut absolument tout et rien dire, parce qu'il n'y a pas vraiment... chacun peut y mettre sa définition derrière. C'est un peu l'équivalent pour moi du label vegan que tu vas retrouver sur des produits qui, de base, n'ont pas de produits animaux dedans. Donc ces labels-là, parce que c'est devenu un effet de mode, ils perdent leur sens. Et j'ai envie de te dire, derrière l'effet de mode, il y a aussi tout un business, c'est-à-dire de durable, impact, responsable. Aujourd'hui, c'est pas un monde de bisounours avec que des personnes qui veulent changer le monde et faire en sorte qu'on puisse encore profiter de nos étés dans 50 ans. C'est aussi un business, c'est un marché, et en fait, derrière, il y a des gens qui veulent juste gagner de l'argent. Moi, ça a été une de mes premières grosses prises de conscience quand j'ai voulu commencer à faire du marketing responsable. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, ok, trop bien, je vais travailler uniquement pour des entreprises à impact. Et en fait, très rapidement, j'ai réalisé que ça serait pas suffisant parce qu'en fait, il y a plein d'entreprises à impact qui ne travaillent pas de manière responsable. C'est-à-dire que leur produit ou leur service est responsable, mais derrière, la manière dont on traite les employés, les outils qu'on utilise, les stratégies marketing qu'on va mettre en place, en fait, on est très très loin d'être sur une éthique, ou en tout cas, moi, je partageais pas les valeurs. Donc ça a été une première grosse prise de conscience. C'est intéressant, ça veut dire qu'on se dit, moi, je vais faire une crèche plutôt écolo, donc réduction des déchets, etc. Mais à côté de ça, on va avoir un marketing très agressif sur de la pédagogie qu'on ne délivre pas, ou voilà, des choses comme ça. Ou alors, on peut faire une bonne idée de pédagogie et de la réduction de déchets, mais être un patron tyrannique. Enfin, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a un équilibre global, en fait, à rechercher, et que si je veux faire un marketing responsable,
L'idée, c'est d'aller au bout du projet, en fait, dans tous les aspects de l'entreprise, dans toutes les dimensions de l'entreprise. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du pourquoi, de pourquoi on fait ça, pourquoi l'entreprise existe. Si on part, en fait, d'une vision très haut, on prend du recul, on a la vision du dessus de l'entreprise, le patron, enfin, la personne qui a créé l'entreprise, pourquoi elle a fait ça, ben, ça va venir se décliner dans tous les aspects, et donc on devrait avoir quelque chose qui, globalement, s'équilibre dans tous les aspects de l'entreprise. Exactement, c'est complètement ça. Moi là-dessus, je vais te donner un exemple concret que j'ai vécu. Il y a 4 ans, avant de me lancer en tant que freelance, je passais des entretiens pour être directrice marketing dans des magasins bio en ligne. C'était un peu le début de l'essor de ces marchés-là. Et moi, j'avais été choquée dans l'entretien avec un cofondateur d'une de ces startups qui parlait de ses équipes en intérim, qui géraient toutes les livraisons, etc., mais avec un tel dédain et manque de respect. Et moi, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut pas afficher sur le site des valeurs de circuit court, respect de la nature, respect des producteurs, respect des consommateurs, etc. Et en fait, derrière, ne pas respecter les gens qui travaillent dans cette entreprise et qui font en sorte que ça tourne. On peut voir la même chose pour les crèches, c'est-à-dire à tous les niveaux des points de contact de la chaîne de valeur de création des services de la crèche, être capable de respecter les personnes qui sont impliquées, mais aussi de respecter ses engagements affichés. Ok Anaïs, alors moi je vois 2 problématiques pour mes amis les entrepreneurs de crèche et les professionnels de la petite enfance. Il y a la problématique de vouloir se différencier, on a envie de se mettre en avant, on a envie que les gens s'inscrivent dans nos crèches. En crèche on n'aime pas trop utiliser les termes business, mais voilà, on vend des places quand même, hein. On veut que les parents viennent s'inscrire dans nos crèches, donc on essaye de se différencier. Forcément, se différencier, c'est annoncer des choses, mais comment je vais faire pour me différencier avec quelque chose que je vais réussir ensuite à mettre en œuvre? Et la deuxième problématique, c'est que je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui se lancent dans la crèche en se disant ça a l'air vraiment chouette. Et je pense que quand on se lance là-dedans, on a quand même un rêve de voilà, c'est des enfants, ça va être génial. On imagine un truc où il y a tout le monde qui s'amuse, les enfants rigolent, les adultes sourient. Il y a une image un peu, une image d'Épinal, voilà, d'un truc vraiment cool. Et ensuite, une fois que tu es dans la réalité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton business plan, tes travaux, tu as vendu tes places, etc., et que là, tu commences dans le dur, le travail en crèche, je pense que souvent, les gérants peuvent être un peu déconcertés et se dire « Ah oui, mais en fait, c'est pas du tout aussi facile que ce que je pensais, et puis je trouve pas forcément les professionnels qui savent faire ce que j'avais dit. » Donc voilà, on va avoir, je pense, la tentation au départ de dire qu'on va faire une crèche, donc pas que une crèche durable, il va y avoir d'autres messages. Moi, je pense qu'il y a à la fois du greenwashing et aussi du péda-washing, du pédagogie-washing, j'appelle ça. Mais est-ce que c'était volontaire? Voilà, tu disais tout à l'heure, c'est pas un monde de bisounours. Moi, je suis encore un peu un bisounours, donc je me dis toujours qu'il n'y avait pas de réelle volonté de nuire ou de mentir. Je me dis plus que c'est peut-être des déceptions, des gens qui croyaient qu'ils allaient y arriver. Et puis, en fait, en arrivant sur le terrain, tu te rends compte que les compétences ne sont pas forcément disponibles. On a une pénurie de professionnels. Donc, est-ce qu'on va réussir vraiment à faire ce qu'on a annoncé? Pour moi, c'est ça les 2 problèmes qu'on peut avoir en ce moment dans les crèches. Il y a un mot hyper important que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est est-ce que c'était volontaire? Et il faut voir qu'on parle de greenwashing ou de pédagogie washing, c'est très souvent involontaire en fait, et ça vient du manque d'éducation qu'on peut avoir peut-être sur le marketing et la communication, et qu'on va vouloir pousser toujours le curseur hyper haut dans les annonces qu'on fait. En fait, c'est du marketing, c'est de la communication, je vais annoncer que ma crèche elle est 100% bio, parce que ça marche. Effectivement, c'est plus vendeur que de dire les collations sont bio, mais peut-être pas les déjeuners. Enfin, c'est toujours un peu... C'est repas bio une fois par semaine, ça marche moins que crèche bio, quoi. Exactement. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les consommateurs en face, et la cible qui sont les clients, c'est plus des gens à qui on va pouvoir vendre des messages et ils vont juste dire « Ah ok, vous êtes bio, super, genre je suis content ». On est face à un marché où les consommateurs, premièrement, sont éduqués. Et s'ils le sont pas, ils ont les informations pour pouvoir s'éduquer. Et quand je parle d'éduquer, c'est pas ils ont un bac plus 5 ou quoi, c'est ils ont accès aux informations en fait. L'information, elle est disponible. Il y a 5-6 ans, c'était peut-être un peu plus compliqué d'aller vérifier des informations sur un produit, sur un service, etc. Aujourd'hui, on a un tel volume d'informations sur tout que c'est très très facile d'y accéder. Et notamment, c'est très facile, mais en plus, c'est attendu. Un consommateur, un parent dans le cas d'une crèche, va préférer 1000 fois avoir plus d'informations, avoir de la transparence et avoir ce niveau de détail de un repas bio par semaine versus une allégation repas bio complètement opaque sans clarifier ce qu'il y a derrière.
Donc ça, c'est vraiment un point important. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on a un risque, notamment avec les réseaux sociaux, de backlash qui est beaucoup plus important aujourd'hui. C'est quoi le mot que tu as dit? C'est quoi? Backlash? Backlash, ouais. Et je vais t'expliquer du coup un petit peu en termes techniques. Aujourd'hui, tu dis t'es une crèche durable, mais en fait, les pratiques en interne sont pas du tout durables sur aucun point. Les parents qui sont mécontents, ils vont pouvoir potentiellement te laisser des avis négatifs sur ta page sur Google ou sur d'autres endroits où tu peux laisser des avis. Ils vont pouvoir peut-être en parler dans un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook avec des parents. On connaît l'impact de ces groupes-là, ou le groupe Facebook du quartier. Et dire éviter à tout prix cet endroit, ils disent qu'ils sont durables et ils le sont pas du tout, ou ils disent qu'ils font du Montessori, mais en fait, il y a absolument rien de Montessori dans leur pratique. Et donc là, le backlash, c'est l'effet de retour. Tu te prends le retour de bâton. Exactement, le retour de bâton. Et ce qui était possible il y a quelques années de pouvoir faire des allégations sans trop prouver quoi derrière, en fait aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile parce que les communications sont transparentes, ouvertes à tous et surtout dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pas juste l'entreprise qui communique auprès de son audience, c'est son audience qui peut communiquer auprès de son entreprise, mais qui peut aussi communiquer auprès de l'audience de l'entreprise. Moi, je vois très bien ce que tu veux dire parce que, évidemment, nous, les crèches, on a tous eu le cas du groupe WhatsApp de parents. On a même, en dehors du WhatsApp, les parents qui se réunissent devant la porte et t'as toute l'équipe qui regarde, qui les voit par la fenêtre, qui se dit « Oh là là, ils sont en train de dire quoi ?» Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai poussé énormément le process dans mes démarches parce que je suis un peu une fanatique de l'écologie. Donc, quand j'ai dit « On va être durable », c'était pas des paroles en l'air. Et je suis allée vraiment très loin dans mes démarches. Et après, pas que sur l'écologie. C'est-à-dire que pour moi, la durabilité, je sais qu'il y a 3 piliers dans la durabilité. Il y a le pilier matériel que tout le monde connaît, mais il y a aussi le pilier économique, donc la durabilité économique et la durabilité des relations humaines. Bon, le volet matériel, on va dire, j'ai beaucoup fait de démarches sur la réduction des déchets. Donc, on a mis en place des couches lavables dans nos crèches. On a acheté des sols en caoutchouc naturel. On a utilisé du matériel produit en France avec du bois responsable par des fournisseurs locaux. Enfin, on a fait beaucoup de choses comme ça. Pareil, les repas, on a pris la gamme la plus élevée où il y avait une partie qui était bio, du local. Enfin, voilà, tout ce qu'on pouvait faire, on le faisait. Point après point, on a arrêté le plastique, on a pris de la vaisselle en inox, des verres en verre, enfin on est vraiment allé dans tous les aspects de la durabilité matérielle. Ensuite, dans la durabilité économique, c'est plus le fait d'être une société pérenne, de vraiment travailler sur les chiffres pour réussir à avoir une activité très stable et de favoriser un équilibre entre toutes les personnes, c'est-à-dire qu'il y ait personne qui soit lésée et que la finance ne soit pas au service d'un actionnaire. Voilà, il y avait les salariés, dès qu'on pouvait en verser des primes, des heures supplémentaires qui étaient majorées à 25%. Enfin, on essayait de faire le maximum pour les salariés. On travaillait beaucoup sur le financement des contrats des parents pour qu'ils puissent avoir des prix plus intéressants aussi. Tout cet aspect de durabilité économique. Et puis, la durabilité humaine, donc avec les relations entre les personnes, où on a mis en place la référence, qui est mon cheval de bataille dans les crèches. Moi, je crois que la référence, c'est la base du système de garde, du système d'accueil en France. Ça devrait être la base du système d'accueil des enfants, puisqu'ils ont besoin d'un lien d'attachement fort avec un adulte. Et donc, c'est en ça que c'est de la durabilité, parce que l'enfant arrive dans la crèche, il a un référent avec qui il a un lien très personnel, très fort et très privilégié. La personne le connaît très bien, donc elle peut mieux s'occuper de lui. Et puis, elle va avoir un suivi avec cet enfant pendant 3 ans. Donc pour l'adulte, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on l'inscrit, l'adulte, dans un travail qui est long, qui est durable, où il a une vraie valeur ajoutée parce que c'est lui qui connaît l'enfant, donc il a une valeur en plus à apporter. Et pour le parent aussi, c'est de la valeur en plus. Donc cette durabilité, elle est dans les 3 niveaux. Et malgré tous nos efforts, je peux dire qu'on a eu des groupes de parents, des revendications, parfois sur des points. Donc, de toute façon, quoi qu'on fasse, on est face quand même aujourd'hui à l'époque où il y a cette facilité de communiquer des messages et de se venger, par exemple, d'une entreprise parce qu'on n'est pas content pour ci ou ça. Les clients, les parents, les usagers, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais peuvent facilement, en fait, nous critiquer. Donc, on doit d'autant plus être irréprochable. Et je peux dire que parfois, on a pu me reprocher des choses. Parfois, c'est dur quand on se dit « mais c'est pas juste, je fais tellement d'efforts ». Et je pense que là où on n'est pas très bon en crèche, là, c'est un point que tu as abordé, c'est sur le fait d'être très transparent. La communication très transparente, elle est pas encore acquise, en fait, en crèche. Donc, on a beaucoup je veux pas dire de la langue de bois, mais oui, on a tendance à avoir un discours un peu
préfabriqué en disant tout ce qu'on a fait de bien. Et la transparence, c'est un peu difficile pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de s'inspirer d'autres secteurs. J'ai l'exemple en tête de Loom, qui est une marque de vêtements éco-responsable. Et en fait, eux, dans tous les aspects de leur communication, ils vont vraiment, pas uniquement faire des allégations, comme je te disais, bio, responsable, durable, tous les critères qui peuvent se mettre, mais ils vont vraiment expliquer leur démarche, là où ils en sont aujourd'hui, et comment ils aimeraient s'améliorer. Et notamment, par exemple, je sais que si tu achètes chez Loom, tu vas recevoir ton colis. Le packaging, c'est écrit cet emballage est éco-conçu, mais n'est pas pour autant responsable. C'est-à-dire qu'en fait, il existe toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même eu des arbres qui ont été coupés pour pouvoir le fabriquer. Et donc, l'idée, c'est pas ok, c'est parce que j'utilise du papier recyclé pour avoir emballé ce t-shirt. En fait, je peux acheter 50 t-shirts par an, ça n'a pas d'impact. Si, ça a toujours un impact, en fait. Donc, tu vois, ils vont vraiment tout expliquer dans leur démarche. S'ils ont fait des erreurs dans la production, dans la durabilité d'un produit ou quoi que ce soit, ils sont très très transparents dans leur communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans leur newsletter. Et s'ils pensent à des endroits qui pourraient s'améliorer, ils expliquent leur démarche. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ok, sur ce sujet-là, on est là aujourd'hui et demain on veut atteindre ça. Voici les raisons pour lesquelles aujourd'hui on n'y arrive pas encore à l'atteindre, mais on est en train de travailler dessus. Et donc ça a 1000 fois plus de valeur que de mettre une étiquette durable et de pas expliquer derrière. Ouais, je comprends, mais en même temps, on est là pour vendre, en fait. Donc, c'est compliqué de à la fois vouloir vendre. Je vois cette marque Loom, ils vendent peu de produits. C'est des produits assez standardisés. Donc, il n'y a pas 50 000 coloris, 50 000 gammes. C'est le contraire de la fast fashion où tu peux changer de pull toutes les 5 minutes. Et en fait, en crèche, on veut remplir nos crèches. Et la difficulté, c'est un peu la même, je vais expliquer. C'est que, en fait, on a des parents en face qui veulent des choses et on a tendance à céder un peu à la course, à séduire le client et se dire, les parents, ils sont exigeants, ils veulent du bio, ils veulent de l'écolo, ils veulent du Montessori, ils veulent de l'intellectuel, donc il faut mettre du bilinguisme, ils veulent de la bienveillance, donc on va mettre du baby-signe. Alors, est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ? Je sais plus trop où on en est. Je sais qu'il y a eu vraiment cette période où on cherchait à séduire le parent parce qu'il y avait de plus en plus de crèches qui s'ouvraient et qu'on voyait les listes d'attente un petit peu se réduire. C'est pas encore non plus, on n'a pas encore couvert tous les besoins, mais malgré tout, par rapport à il y a 10 ans, tu vois, il y a 10 ans, on n'avait pas besoin de beaucoup se battre, en fait. Il y avait des listes d'attente énormes. Aujourd'hui, ça a quand même changé. Aujourd'hui, quand tu ouvres ta crèche, t'as des parents, ils viennent et ils te disent, je suis allée voir les 4 crèches qui sont à côté. Il y en a une, elle a dit ci, l'autre, elle a fait ça. Il y en a une qui me propose tel prix. Et vous me proposez quoi ? Donc, en fait, ils te mettent déjà en concurrence avec les collègues. Et du coup, je pense que la tentation peut être grande de se dire, moi aussi, je vais mettre sur ma vitrine Montessori, bilingue, etc. Et parfois, on voit des façades de crèche, franchement, c'est absurde. Parce qu'on se dit, mais s'ils arrivent à faire tout ça, moi, j'ai déjà vu des façades de crèche avec marqué à la fois Montessori, baby-signe, bilingue, écolo. Enfin, à un moment, tu te dis, non, mais je sais pas, ils ont que des Françoise Dolto là-dedans. Comment ils y arrivent ? Et quand tu sais ce qu'il y a en vrai, parce que toi, t'as galéré, t'as déjà recruté du monde, puis les gens, ils n'ont pas forcément des diplômes de très haut niveau. Ils font ce qu'ils peuvent, ils font avec ce qu'ils savent. Moi, j'ai eu des super équipes et mes pros, franchement, elles ont tout donné. Mais faire tout ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, en fait, je pense qu'il y a cette tentation de gagner la course au client. Ouais. Et cette tentation-là, elle est dans tous les secteurs et elle est vraiment compréhensible. Il faut pas céder à cette tentation d'essayer de survendre. La surenchère. La surenchère, exactement. Et je vais te donner un exemple, on en a un peu parlé, mais qui est vraiment concret de pourquoi ça ne sert à rien de survendre. C'est que derrière, si tu as survendu quelque chose, tu vas décevoir des gens. Si tu déçois des gens, ils vont en parler. Et on dit toujours, un client mécontent va en parler à 10 personnes, un client content va en parler à 5. Donc, tu vois là un peu l'impact que ça peut avoir de survendre. Donc ça, c'est ton premier point. Le deuxième, en survendant, c'est même si tu vas pas forcément décevoir des gens et avoir des personnes mécontentes, tu vas avoir un désalignement entre ta communication et la réalité. Et à partir du moment où il y a des alignements, déjà, ne serait-ce que si tu es dans une démarche de durabilité, il y a un problème, tu vois. Il y a quelque chose qui va pas fonctionner et qui va pas être durable sur le long terme. Que ce soit dans les clients que tu vas trouver, parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir une désillusion et les gens vont plus être... Au début, ils voyaient cette façade et avec tous ces critères, ils se disent « Waouh, c'est génial !» Puis au bout d'un moment, il y a le bouche à oreille, il y a des expériences, et il y a une réelle désillusion qui va se passer. Donc en fait, tu auras toujours tous tes jolis mots sur ta façade, mais plus personne va y croire.
Et le deuxième point, c'est, toi, tu parlais des 3 piliers de durabilité tout à l'heure. Il y a le pilier humain. Et s'il y a un désalignement entre ce qu'on vend et ce qu'on fait, ton pilier humain de ton équipe, qui est un point en plus vraiment important et en tension, notamment dans le milieu des crèches, tu l'as souligné, il va pas fonctionner. C'est-à-dire que ça va pas tenir dans la durée. Si on vend quelque chose sur la façade, mais que les équipes ne le vivent pas dans l'expérience, elles vont pas vouloir rester dans ta crèche alors que tu es déjà dans un secteur sous tension où tu es en manque de personnel. Donc ça, c'est mon premier point sur, en fait, il faut pas essayer de survendre parce que ça a que des impacts négatifs derrière. Et le deuxième, c'est quand tu choisis des services, des bénéfices, des choses que tu veux mettre en avant, il faut pouvoir montrer des preuves. Et comme tu dis, quand les personnes comparent, les parents vont comparer des offres, ils ont besoin pas uniquement de mots, mais de preuves factuelles. Et c'est peut-être des listes de fournisseurs, des témoignages de parents, ça peut prendre différents formats. Mais la preuve, aujourd'hui, la preuve sociale, elle a beaucoup plus d'impact que tous les autres critères. Ouais, je vois ce que tu veux dire parce que par exemple, quand j'écris sur ma façade que je suis une crèche Montessori, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux prouver que je fais une crèche Montessori? Bon, moi j'ai fait une formation Montessori pendant 3 mois à l'Institut Maria Montessori et on en a conclu avec les formatrices aussi que c'était quand même extrêmement difficile d'avoir une crèche Montessori et qu'a priori il y en avait très très peu, voire pas du tout, qui y arrivaient. Donc dire crèche Montessori, c'est probablement une allégation au moins surestimée si elle n'est pas fausse. Je veux pas être injuste parce que j'imagine qu'il y a des auditeurs qui vont se dire non mais c'est pas vrai, moi je le fais pour de vrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand j'étais avec Patricia Spinelli à l'Institut Maria Montessori, on en a conclu que c'était quand même difficile à appliquer et que pour dire que tu le faisais, il fallait quand même en avoir sous le pied. Donc voilà, qu'est-ce que je fais moi si je dis moi c'est crèche Montessori, qu'est-ce qu'il va penser le parent? Là, tu vois, on arrive un peu plus dans la partie des stratégies et des solutions que je peux te proposer. Mais une idée, par exemple, par rapport à ta vitrine, qui est quand même un point important pour une crèche, c'est d'avoir effectivement les critères que tu veux mettre en avant, par exemple Montessori. Mais tu vas pas pouvoir, en effet, sur ta vitrine, commencer à déblater tout un truc. Donc, j'ai fait cette formation, on a... Oui, la preuve sociale. La preuve sociale et les activités, ton programme pédagogique, etc. C'est pas possible. Par contre, tu peux avoir écrit Montessori et en dessous, découvrez en détail notre programme avec un QR code qui lui renvoie vers une page détaillée de ton site internet qui, elle, donne toutes les informations, le cursus que tu as suivi, ce qui concrètement se passe dans ta crèche, potentiellement des citations, des témoignages des parents ou des équipes pédagogiques. Et ça a de la valeur et c'est hyper important. Et toi, un parent qui va être en train de chercher une crèche et qui va avoir 2 vitrines de crèche l'une à côté de l'autre, les 2 ont écrit Montessori, celle où il y a le QR code qui renvoie vers plus d'informations, je peux t'assurer que non seulement il va se dire « Ah ok, c'est un peu plus fiable parce que eux ils sont prêts à aller donner plus d'informations sur un site internet », et s'il va les vérifier, il va se sentir vraiment réassuré sur son choix. Et puis c'est vrai qu'on a pu se rendre compte avec mon équipe que parfois, il y a la crèche où c'est marqué Montessori, effectivement, ou bilingue, enfin je dis Montessori, mais ça peut être autre chose. Hein. Et puis il y a la mienne où il n'y a pas marqué tout ça, quoi. Moi, je suis très simple, en fait, dans ce que j'annonce. Moi, c'est, à part le fait que je suis écolo et que je tiens énormément à la référence, donc la durabilité dans le lien avec l'autre. Donc je parle beaucoup, en fait, de mon principe, de mon système de référence. Je parle peu du reste et en fait c'est vrai que en entretien avec la famille, là je lui dis qu'on met en place des couches lavables. C'est pas le sujet principal qu'on va mettre en avant, enfin voilà, c'est pas le sujet quoi, c'est juste une couche, elle est lavable, mais la pédagogie de la crèche n'est pas impactée par le fait que la couche est lavable. En revanche, on a ce principe de référence qui est très fort. On a aussi la recherche de continuité du soin. On a plein de choses à mettre en avant. Et puis là, tu as la famille qui arrive et qui dit j'ai vu la crèche d'à côté où ils ont dit qu'ils étaient Montessori, mais bon, ça n'a pas l'air très probant. En fait, ils le disent, les parents. Souvent, ils nous disent que quand ils sont allés rencontrer l'équipe, ils n'ont pas vu grand-chose derrière les mots, ils ne sont pas rassurés. Et quand ils voient que au départ, ils sont méfiants envers nous aussi parce qu'ils se disent là, ça va être le même système, en fait, on va encore pas me dire grand-chose. Mais quand ils voient que nous, on a vraiment un discours très étayé et qu'on leur parle concrètement de ce qui se passe, on voit quand même que le parent, il est sensible à ça. Hein. Il n'est pas si sensible que ça à des mots un peu superficiels qui ne sont pas étayés, qui ne sont pas prouvés. En fait, comme tu disais, la preuve sociale, elle est vraiment importante. Et du coup, moi, j'ai l'impression que peut-être la sobriété
Dans le message aussi, la sobriété sur la vitrine et puis la sobriété dans ce que tu mets en place, aujourd'hui, elle peut aussi séduire les parents. Et que peut-être que les parents maintenant sont capables d'entendre que le principal, c'est peut-être pas d'avoir les cubes roses Montessori, c'est peut-être de simplement réussir à faire quelque chose de simple et de bienveillant. C'est peut-être pas aussi ambitieux que ce qu'on pouvait imaginer. On pouvait rêver de dire qu'on allait faire des trucs incroyables dans les crèches. Et finalement, on se dit, c'est peut-être déjà vraiment pas mal de faire quelque chose de simple qui permet de bien prendre soin l'enfant, qui ait de la continuité, qui soit sécurisé dans ses liens d'attachement avec les autres êtres humains de la crèche. Déjà, c'est pas mal. Est-ce que je suis vraiment obligée d'aller plus loin et de surenchérir ? Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce qu'il y a une phrase en marketing qu'on dit souvent, c'est « à vouloir parler à tout le monde, tu parles à personne ». Donc si tu essayes de cocher toutes les cases parce que tes voisins font Montessori, signe, bilingue, au bout d'un moment, tu vas aussi perdre ton authenticité et ton alignement avec ton offre. Et en fait, tu vas perdre complètement de vue ta cible, ton audience, les gens avec qui tu veux parler et qu'est-ce qui est important pour eux. Et donc si pour toi, dans ta démarche de création de crèche, les parents que tu vises, ils sont pas fermés à Montessori, mais c'est pas forcément un critère clé, et qu'il y a d'autres critères qui sont importants que tu as pu lister juste avant, dans ce cas-là, au contraire, il faut pas que tu ailles chercher à vouloir faire comme les autres, faire comme ton voisin, parce que du coup, tout le monde va faire la même chose et il n'y a plus aucune différenciation. Ouais, et là, dans ce que tu dis, il y a aussi les professionnels. C'est-à-dire que si je survends tout ça, je vais perdre le professionnel. Parce que moi, mon équipe, en fait, il faut vraiment que je la soigne, que je la fidélise, que je prenne soin d'elle. Si, quand la pro, elle arrive, je lui dis attention, va falloir faire ça, ça, ça et ça, la pro, en fait, ça va la noyer dans des exigences qui sont démesurées. Parce que faire Montessori bilingue, les signes, tout ça, ça demande énormément de travail derrière. Donc si la pro, elle a déjà 5 enfants qui sont tout petits, qui ont moins d'1 an, qui sont pas autonomes, qui vont devoir être nourris, changés, mis à la sieste, faire les transmissions avec les parents, enfin elle a plein de choses à faire en fait dans sa journée. Donc si en plus je lui dis, va falloir que tu te formes au signe, et puis il va falloir que tu fasses aussi du bilinguisme, et puis je vais te donner un livret Montessori, tu vas faire des activités Montessori, et tout ça en même temps, ça va pas marcher. Donc je pense que la fidélisation des professionnels aussi, au lieu de se dire que ça va les attirer, les séduire, d'avoir des projets ambitieux, peut-être aussi qu'il faut se dire, on va déjà commencer par faire un truc simple, mais bien ficelé, pour qu'ils aient un travail faisable et qu'ils soient à même de le faire, et du coup, que ce soit valorisant pour eux, parce que du coup, ils font bien leur job, plutôt que de faire quelque chose qui est vraiment infaisable, et du coup, ils se sentent nuls et en échec, quoi. Moi, j'ai eu un témoignage d'une éducatrice de jeunes enfants qui était assez dure. Elle avait été référente technique de plusieurs micro-crèches dans différents groupes. Alors, des grands groupes comme des petits. Je dis toujours, c'est pas la taille de la structure ou le statut associatif privé au public qui fait la qualité de l'entreprise. Et donc, cette éducatrice, elle avait fait différents postes, différents groupes et différentes tailles de crèches. Et elle était très déçue. Donc, elle s'est reconvertie au bout de quelques années. Et elle a eu ces mots très durs. Elle m'a dit... j'avais l'impression qu'on mettait des paillettes sur du caca. Donc elle me disait, voilà, en gros, on me demande de faire des reportings et de dire que j'ai fait l'activité Montessori ou l'activité Snows-Hélène, ou voilà, des trucs qui sont super sur le papier, qu'il fallait qu'elle coche en fait dans ces reportings de journée. Mais en réalité, elle disait, mais on fait ça, certes, on coche nos cases, mais en vrai, on n'a pas forcément réussi à donner les repas à l'heure. On a eu beaucoup de pleurs aujourd'hui parce que les enfants, ils étaient épuisés parce qu'on les a pas mis à la sieste quand ils en avaient besoin. Voilà, on n'arrive pas à suivre en fait, c'est ça qu'elle disait, le rythme des enfants, etc. Donc, c'est pas parce qu'on va faire l'activité qu'on nous a demandé, qui coche les cases, qui est Snows-Hélène ou autre, que pour autant, on aura l'impression d'avoir fait du bon boulot. En fait, ça crée des dissonances chez le salarié entre ce qu'il dit avoir fait et ce qu'il a l'impression vraiment de faire. Et il est déçu, et du coup, on le dégoûte un petit peu, je pense, de son travail. Donc pour moi, je pense que les salariés aujourd'hui, ils ont peut-être plus envie de faire quelque chose de simple et efficace, qui fonctionne, que de se dire, nous, on est dans la crèche la plus pédagogique du monde, quoi. Ça, c'est hyper important ce que tu dis, parce que moi, j'aime bien donner l'exemple de tu peux faire le meilleur vélo éco-conçu, mais s'il roule pas, il a aucun intérêt pour personne. Ni pour l'utilisateur, ni pour la personne qui l'a fabriqué. Enfin, gardez en tête le b.a-ba du service ou du produit que tu veux offrir et qui réponde à un besoin derrière, et qu'on ait ce socle-là qui soit un peu intouchable. Et ensuite, la cohérence entre les différents messages qui sont véhiculés et les différentes expériences qui sont vécues au sein de ton entreprise, quoi. Alors Anaïs, si un auditeur a envie de se lancer dans un marketing plus responsable, plus durable, et d'attirer de nouveaux parents,
Qu'est-ce que tu nous recommandes de faire, nous, dans nos crèches ? Alors j'ai en tête 2 stratégies, je pense, qui peuvent être mises en place assez facilement. La première, c'est dans toute cette optique de transparence, d'authenticité, de communication, c'est de mettre en place une stratégie d'emailing, de newsletter avec les parents et de pouvoir vraiment régulièrement et en toute transparence communiquer sur tes différents objectifs, tes avancées, être capable aussi de ouvertement dire quand il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et vraiment d'instaurer cette transparence dans la culture de la communication. Donc là, j'ai donné l'exemple de la newsletter parce que je trouve et de l'emailing parce que je trouve que c'est un levier qui est souvent sous-estimé, notamment dans les PME, mais pas que. Mais ça passe aussi sur la communication sur les réseaux sociaux ou dans ton affichage à l'entrée de ta crèche, etc. Ça passe à plein de niveaux. Et toujours dans cette optique de transparence, tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de la démarche que tu avais eue de mettre en place un menu bio ou plus local, enfin, tu vois, de toute cette démarche que tu avais pu avoir, ça, typiquement, ça pourrait faire l'objet d'un e-book ou d'un livre blanc, enfin, toi, d'un PDF que tu vas mettre à disposition qui soit téléchargeable sur ton site internet, où tu viens expliquer vraiment toute ta démarche. Le pourquoi, qu'est-ce qui a initié cette démarche à l'origine, tes discussions avec tes fournisseurs, les négociations qu'il y a pu avoir, etc. Potentiellement même avoir une transparence complète sur la définition du prix, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le prix est plus cher qu'avant, qu'est-ce que ça comprend, vraiment un maximum de transparence. Et ça, expliquer cette démarche par exemple sur un e-book sur ton site internet, je trouve que c'est une pratique qui devrait être vraiment beaucoup plus développée, dans le sens où on est toujours dans cette optique des clients, potentiels clients qui veulent un maximum d'informations, de la transparence, de l'authenticité. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de pouvoir apporter des informations plus concrètes sur ce qu'on annonce. Et j'en parlais récemment avec une de mes clientes que j'accompagne et qui crée une crèche dans la région de Tours. Elle me parlait de ses valeurs et justement, par exemple, une de ses valeurs, c'était favoriser l'autonomie de l'enfant, qui est une très belle valeur qu'on véhicule beaucoup dans les crèches. Et donc, ce que je lui disais, c'est un principe qui est beau, qui est tout à fait cohérent avec notre secteur d'activité. Et je lui demandais, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir dire sur l'autonomie de l'enfant ? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre sur l'autonomie de l'enfant ? Quelles sont les pratiques qui vont favoriser l'autonomie de l'enfant ? Parce que c'est vrai que on a tous tendance à parler de l'autonomie de l'enfant en crèche et à dire qu'on la favorise. Mais la différence entre les différentes crèches, ça va être celle qui va pouvoir te dire ce qu'elle fait pour favoriser l'autonomie de l'enfant. C'est-à-dire que pour favoriser l'autonomie de l'enfant, peut-être que j'ai un espace très ouvert au sol où il peut beaucoup bouger. Peut-être que j'ai un self-service pour les moyens grands où ils peuvent se servir eux-mêmes dans les plats. Peut-être que j'ai un grand espace de change dans lequel ils peuvent disposer de leur propre petit essuie-main et ils peuvent se laver les mains eux-mêmes. Et peut-être que quand on fait une sortie, on a un vrai temps d'habillage où ils peuvent eux-mêmes mettre leurs chaussures et on peut vraiment prendre le temps pour faire l'habillage des enfants. Enfin, il y a plein de choses en fait, mais qu'est-ce que je fais concrètement ? Est-ce que je mets en place la référence justement pour pouvoir sécuriser l'enfant et qu'il ait envie d'explorer beaucoup plus facilement le reste du monde grâce à ce lien d'attachement sécurisant ? Donc, qu'est-ce que je mets derrière l'autonomie de l'enfant ? Voilà, on a eu une discussion très intéressante avec cette entrepreneuse, de réfléchir ensemble à ce qu'on mettait derrière les mots. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Est-ce que tu as autre chose à ajouter pour clôturer cet épisode, Anaïs ? Je le disais un peu en intro, mais chaque entreprise et la fonction du marketing dans chaque entreprise, c'est vraiment de créer ce climat de confiance avec son audience, avec son public. Et je pense que c'est d'autant plus important dans un secteur comme celui des crèches. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à sous-estimer. Tous les mots, toutes nos communications, tout ce qu'on va diffuser, vraiment avoir une intention derrière et une prise de conscience que c'est pas juste du marketing pour vendre, mais qu'il doit y avoir derrière une intention de créer un lien de confiance. Alors pour les crèches qui ont envie de se lancer dans ce marketing durable et d'attirer des parents qui sont complètement alignés avec leurs valeurs, tu nous as donné des solutions. Donc simplifier les messages qui doivent être le plus sobres possible et qui doivent surtout être alignés avec ce qu'on est capable de délivrer en tant que crèche. Donc ne pas surenchérir, rester factuel et peut-être proposer aussi du contenu complémentaire. Donc on peut utiliser des QR codes sur la façade qui vont nous emmener le parent vers notre site internet ou vers un blog, dans lequel on aura plus de détails. On peut utiliser des newsletters aussi qui permettent de donner plus d'informations et toujours être dans de l'information qualitative sur des choses qu'on fait pour de vrai
Et puis aussi être capable de communiquer sur des choses qu'on n'a pas forcément réussi, sur des choses qu'on est en train d'étudier, sur des démarches qui ont plus ou moins raté. Enfin voilà, être capable d'être transparent. Tu as parlé aussi de la possibilité de faire un e-book sur un projet, donc par exemple les repas. Nous, à la Girafe Étoilée, on a mis en place les couches lavables. Ça a été une vraie démarche intellectuelle et beaucoup de tests aussi sur le terrain. Et ça a été un succès. Et je pense qu'on pourrait faire un e-book là-dessus pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce projet. Donc ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant dans tes propositions, le fameux e-book. En tout cas, moi, ce que je conseille aux crèches qui nous écoutent et aux professionnels, c'est déjà d'être peut-être plus mesurés, pas que les pros, mais aussi les parents. Je pense qu'on est à une époque où les exigences qu'on peut avoir envers nous-mêmes et aussi envers les autres sont peut-être démesurées. Voilà, on veut peut-être trop. Et aujourd'hui, on a accès à tellement de choses qu'on a l'impression qu'on peut être tous des super-héros, mais peut-être qu'en fait, il faudrait attendre moins de nos crèches et attendre moins de nos pros et attendre moins des enfants et attendre moins des parents et se dire que peut-être que l'humain, il est plus simple que ça et que du coup, on n'aurait pas besoin de dire qu'on fait de la crèche Montessori, de la crèche Snozelen, de la crèche je ne sais quoi. Moi, c'est vrai que je dis souvent que j'aide les professionnels à faire des crèches 5 étoiles, mais pour moi, une crèche 5 étoiles, c'est pas forcément une crèche de luxe ou une crèche qui fait des trucs incroyables. C'est juste une crèche qui prend soin des enfants et des professionnels. C'est juste une crèche qui est à taille humaine et qui prend le temps de vraiment se pencher sur le travail qu'on fait dedans, parce que c'est un travail qui nécessite vraiment de s'organiser et de pouvoir faire les choses dans l'ordre avec qualité. Donc on a déjà du pain sur la planche avec juste la qualité d'accueil, juste la qualité des soins. Si les pros qui nous écoutent ont envie d'aller encore plus loin, je les invite aussi à écouter ton podcast qui s'appelle Slow Marketing. Je mettrai le lien de ton podcast dans les notes de l'épisode. Je te remercie énormément pour le temps que tu nous as consacré. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Amal, à très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.